parce que l'article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze, parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention, mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements, mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents, mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet... Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Sans conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Lukman Sanfo, Bernard Boukma et Geoffroy Vaha. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h, simultanément sur Watt FM 100.8 et sur True TV, la télé interactive, et rediffusée à 22h. Le tribunal de l'actualité ne condamnait plus l'info sans l'avoir jugé. True TV, la télé interactive. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes mes excuses pour ce retard constaté dans le démarrage de cette émission. Bienvenue à cette émission Le Tribunal de l'actualité. Ce rendez-vous où sont jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation. Je suis Lukman Sanfo, président de ce tribunal, deux juges au siège, Bernard Boukma, Geoffroy Vaha. Bonjour à tous les deux. Bonjour président Sanfo, bonjour juge Vaha, bonjour madame, messieurs. Bonjour juge Boukma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Voilà, vous faites office de juge au siège à cette émission. Mesdames, Messieurs, vous nous suivez en direct de façon simultanée sur Watt FM 100.8 à Ouagadougou, à Bobo de la Sauce à travers Radio LPC 105.5 et puis à Radio LPC Tinkodogo c'est 104.7. Merci de nous suivre aussi à travers la télé interactive accessible sur le bouquet de Canal+, au numéro 254. Vous pouvez aussi nous suivre à travers Internet, à travers justement la plateforme info-wakat.net. Alors, on va commencer cette émission en commençant par s'excuser, puisque nous annoncions à travers nos différentes plateformes que nous recevions le président du CDP, M. Edi Kombogo, pour aborder justement la suite des séries d'auditions que nous avons entreprises, en tout cas pour aborder la question, la crise que traverse ce parti, de l'ex-parti au pouvoir. Alors, en dernière minute, le président ne sera pas là, du fait de coordination entre nos services de production et puis les services de communication en charge justement des sorties du président. Donc, le président vient de nous rassurer qu'il sera là demain, voilà, demain à partir de 8h pour répondre à toutes ces questions du tribunal de l'actualité. On s'excuse une fois et puis on attendra le président de pied ferme demain pour aborder cette crise. À présent, on va vous annoncer que on pourra justement aborder d'autres sujets d'actualité, notamment la sortie de ces femmes au niveau du collectif contre la stigmatisation des communautés dans l'affaire de Yurgou, vous avez suivi. Et puis dans la deuxième partie, on pourra aussi s'intéresser à cette grève annulée au niveau des transporteurs
du Burkina Faso. Vous avez annoncé aller en grève à partir du 24, et chose annulée. On va y porter un jugement sur les tenants, les enjeux de cette action des transporteurs. Voici ce qui est des sujets annoncés pour ce matin. On va prendre les avant-propos des juges au siège. Merci de votre fidélité à ce programme. Commençons par donner la parole au juge Bougma. Merci, Président. Mon avant-propos, nous savons que c'est lundi, donc c'est le premier jour de la semaine. Je vais commencer par souhaiter une très bonne semaine à tout le monde, souhaiter mais également un très bon lundi à tous celles et tous ceux qui nous suivent. Voilà, c'est une semaine, mais aussi beaucoup de courage, surtout au monde paysan. Parce que bon, les caprices de la pluie également, on commence avec cette saison qui est annoncée, une pluie, des gens ont semé, attendent, et puis bon, parfois des semaines après, bon, il y a une pluie qui tombe, donc ce n'est pas aussi évident dans ces conditions de préparer sereinement voilà, cette saison pluvieuse. En même temps, ça sonne comme une interpellation pour nos gouvernants par rapport à la maîtrise de l'eau au niveau de l'agriculture. Donc les grandes nations qui s'en sont sorties sont arrivées à maîtriser, à ne pas dépendre de la pluviométrie. Parce que quand vous dépendez de la pluviométrie, c'est très difficile. Donc c'est créer des conditions pour vraiment ne pas dépendre de dame pluie, s'il faut parler ainsi. Donc je pense que ça passe par la maîtrise de l'eau. Et si on arrive à maîtriser cette affaire d'eau, on aura fait un grand bond en avant. Et en ce moment, des pays comme Israël sont des exemples à la matière. C'est vrai qu'il y a la technologie israélienne goutte à goutte qui est partagée au niveau du Burkina, mais ce n'est pas encore à grande échelle. Et la technologie, bon, il y a un problème d'accessibilité. Mais je pense qu'il y a un travail énorme à faire à ce niveau. Le second avant-propos d'encouragement de cette semaine également, c'est à l'endroit des élèves qui sont candidats pour le baccalauréat et tout, et donc ils sont également en train de composer. Et également à tous ces correcteurs, parce qu'au niveau du certificat, au niveau du CEP, au niveau de la technique, il a fallu avoir également des blocages compte tenu de certaines difficultés. Donc du courage également à tout ce personnel de l'éducation, correcteurs, encadreurs, mais aussi aux parents. Donc encore une fois, magnifique et agréable semaine à tout le monde. D'accord. Merci à vous, Ben Abougma, et bon début de semaine également à vous. Merci, Président. Geoffroy Vara, c'est à vous pour votre avant-propos. Merci, Président. Deux avant-propos, ça va concerner essentiellement nos partis politiques. Je commence par le Congrès pour la démocratie et le progrès. C'est vrai qu'on les aura demain, mais je pense que nous avons pu relayer via nos sessions d'information ce qui s'est passé hier dimanche matin, lorsqu'il y avait cette rencontre donc des secrétaires généraux, notamment du parti, pour se pencher sur la question du bureau politique national qui pose problème. Mais moi, c'est pas tant l'actualité en question qui m'intéresse, c'est plutôt l'interruption qu'il y a eu et la façon dont les choses s'y sont passées. C'est quand même aussi pour moi d'une autre ère, d'une autre époque, et puis c'est des choses qu'on ne veut pas forcément entendre de nos partis politiques, parce que pour nous c'est la sphère où la force de l'argument devrait plutôt primer sur l'argument de la force, et quand c'est comme ça, c'est pas un beau message qu'on envoie aux uns et aux autres. Il peut y avoir contradiction, ce qui arrive un peu partout, et puis surtout là où il y a le choc des idées, parce que c'est surtout dans cette sphère-là, et on devrait s'en tenir aux idées, on devait s'en tenir aux arguments et ne pas donner ce visage-là. C'est pas intéressant. Je m'arrête là puisqu'on va aborder toutes ces questions-là demain. Et mon deuxième avant-propos donc que j'ai choisi, c'est la question du code pénal nouveau qui a été adopté. On sait qu'il y a eu beaucoup de critiques là-dessus. Moi, j'ai entendu le ministre Bagourou dire que pour ce qui est des journalistes, ils devaient être tranquilles. Bien au contraire, on les aide à la concurrence déloyale qui leur est faite par des gens qui n'ont pas la formation journalistique, mais qui collectent, traitent et diffusent l'information. Je sais qu'on veut parler des activistes et tout cela, mais je ne sais pas s'il a bien entendu les craintes qui sont les nôtres, à travers notamment nos confrères et
qui ont fait le débat pendant longtemps. C'est trop facile de dire que ça concerne les activistes, parce qu'on sait que nous on serait inquiétés par ricochet. Il y a pas de, ce n'est pas écrit activiste dans les têtes. Je suis désolé. La vérité c'est que nous sommes dans la ligne de mire au premier chef. Donc il ne faut pas qu'ils prennent des gants alors qu'à l'intérieur on sait que c'est une main de fer. C'est pas, il n'y a pas 36 façons d'appeler la chose. Faut appeler un chat un chat. Et l'autre point que je voulais aborder là-dessus, c'est vrai qu'il y a eu des propos malheureux. Il y a l'UPC qui a décidé de sortir de la salle. Moi je ne sais pas si la politique de la chaise vide est souvent la mieux indiquée lorsque face à de débats si intéressants et des enjeux si pour moi forts, il ne fallait pas se faire au moins comment dire cela, se faire violence d'accepter peut-être certaines choses eu égard à. J'aurais bien aimé avoir ce parti-là quand même dans la salle quand on sait quel est son point de vue sur la question. On aimerait voir comment le débat peut-être allait être tout autre. C'est des questions que c'est des questions que je soulève comme ça, parce que juste après, je pense que Zéphirin Diabré a pu se prononcer là-dessus avec ses camarades. Il y avait une rencontre qui était le 23, non, si ma mémoire est bonne, ou le 24, je ne sais plus, et sur le caractère très très pernicieux, notamment du nouveau code et ce qu'on pourrait qualifier pas de liberticide forcément, mais en tout cas de restrictions majeures. Mais liberticide, il faut dire le terme, c'est une réalité aussi. C'est vrai que la loi est déjà votée, Bernard veut faire un commentaire, mais bon, c'est pas le sujet. On va revenir certainement à un sujet de débat à cette émission du tribunal de l'actualité, avec forcément les organisations professionnelles des médias qui ont forcément un avis à émettre dans cette affaire. Alors, merci à tous les deux pour cette première partie de l'émission. À présent, on va s'intéresser au sort réservé au drame de Yirgou. Vous savez que la cellule féminine du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés dénommées Mouvement Femmes Debout a tenu un sit-in hier matin, on va dire comme ça, devant le palais de justice. Objectif, dénoncer la lenteur de la justice dans l'affaire Yirgou. Et puisque 5 mois après le déroulement des événements, la justice tend, en tout cas se fait attendre malgré les suspects sérieux identifiés. On a porté un regard sur ce sujet-là à travers la plume de Maxime Eudes Jambara. On va le visionner et puis juste après nous reviendrons pour cette émission. Des calebasses renversées sur la tête et des pancartes à main, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des femmes à travers sa cellule féminine, Mouvement Femmes Debout, clame sa soif de justice à travers ce sit-in tenu devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou. 172 jours déjà, soit 5 mois et 21 jours, qu'a eu lieu le massacre de Yirgou qui a touché 20 villages des provinces du San-Matenga et du Soum, mais jusque-là, la justice se fait encore et toujours attendre. Ces femmes, à bout de patience, se disent donc indignées de la lenteur de la justice dans cette affaire et surtout du traitement réservé aux déplacés. La calebasse symbolise vraiment l'accueil. Aujourd'hui, nous retrouvons cette calebasse-là renversée pour signifier que actuellement, sur les différents sites, il y a vraiment ce manque criard de nourriture. Les personnes âgées et les femmes sont en train de mourir parce qu'il n'y a pas de nourriture. Il n'y a surtout pas aussi même de, comment j'allais dire, d'aide sanitaire. Ceux qui sont malades sont livrés à eux-mêmes. Donc nous trouvons que cela est injuste. Sans même parler d'abord de la justice en tant que telle, du point de vue humain, ça c'est une injustice qui ne dit pas son nom. Et donc nous estimons nécessaire de porter nos calebasses renversées. Selon les chiffres du tribunal de grande instance de Kaya, 130 suspects sérieux ont pu être identifiés à ce jour. Et le Premier ministre, face à la représentation nationale, déclarait le jeudi 16 mai dernier que 160 témoins ont été auditionnés. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés se demande donc pourquoi il n'y a toujours pas d'arrestation alors que les présumés auteurs sont connus. Si la justice faisait son travail, ça fait 6 mois que les massacres ont commencé. Il y a des dossiers qui ont été entamés bien longtemps que ça. Ce que nous disons, c'est que la justice, elle est libre. Nous n'avons aucun pouvoir de mettre la pression sur la justice. Mais nous disons que s'il y a la volonté de rendre justice, les coupables qui ont fait des aveux, qui se sont affichés publiquement pour dire leurs crimes, pour avouer leurs crimes, j'allais dire, n'ont pas été arrêtés, n'ont pas été inquiétés. La justice est au courant de tout ça. Donc c'est toute une symbolique que de se mettre aujourd'hui devant le palais de justice
pour réclamer justice. Selon le collectif, plus de 10 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, sont aujourd'hui des déplacés du fait des événements du Yirgou. Des déplacés qui, selon le secrétaire général du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, vivent dans une détresse humanitaire indescriptible. Ce sitting se veut donc un message de paix et de cohésion sociale. Voilà, merci à Maxime Jean-Eudes Bambara pour cet élément qui nous situe en tout cas sur la sortie de ce collectif avec sa cellule féminine dénommée Femmes Debout. Alors Bernard, pour commencer, une nouvelle sortie, et cette fois-ci avec la gente féminine, quel est le commentaire qu'on peut en faire d'entrée? Bon, ce qu'il faut dire comme commentaire d'entrée, c'est qu'il y a cette opportunité qui leur est donnée de sortir. Cette opportunité, c'est laquelle? C'est le fait que jusqu'à présent, il n'y a eu aucune arrestation. La justice n'a pas bougé au niveau, les lignes n'ont pas véritablement bougé. Et donc je pense qu'il y a cette opportunité-là, effectivement, dont elles se sont saisies pour sortir. Donc là, on nous a dit que les enquêtes sont suffisamment avancées, tantôt que c'est bouclé, il y a un tel nombre de personnes qui ont été écoutées, il y a ceci ou cela. Il n'y aura pas de discrimination dans les arrestations. Il n'y a pas de camp où on estime que, non, dès que vous êtes coupable de quoi que ce soit, en tout cas, vous soupçonnez, vous viendrez répondre, quitte à ce que votre culpabilité ou votre innocence soit établie. En ce moment-là, bon, en fonction du côté où vous vous retrouvez, la loi sera appliquée sur vous. Mais jusqu'à présent, on n'a rien vu bouger. Donc, il y a eu plusieurs actions, des marches meetings à Ouagadougou et dans d'autres villes, et rien n'a bougé. Nous sommes pratiquement vers la fin du 6e mois de l'année, et ça veut dire pour quelques 6 mois après, et rien. Donc je pense que, bon, presque 7 mois, parce que nous sommes en juin, c'était au matin de janvier, donc les lignes n'ont pas bougé. Là, il faut dire qu'elles ont raison effectivement de demander de la justice, mais ce qui est important aussi, c'est beaucoup plus de dénoncer la stigmatisation, parce que ça c'est un aspect très important dans ce cadre de la lutte contre le terrorisme. Et cette stigmatisation ne concerne aucune ethnie mise à part. Là, ça concerne toutes les ethnies, toutes les confessions et toutes les communautés. Là, c'est de dire, ce n'est pas tel le temps, c'est de faire un travail beaucoup plus général. Parce que de l'Est à l'Ouest, au Nord et au Sud, on pourrait avoir effectivement ce genre de cas-là. Quand nous avions reçu M. Diallo, le docteur Diallo ici, pour l'affaire de Yirgou, moi, mon interpellation a été Nafona, à son temps, qui venait également de se produire à 2 ou 3 jours après Nafona, quand il a été reçu au tribunal de l'actualité. Ma question était de poser, mais à Nafona, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que là, vous avez des Burkinabés qui accusent d'autres Burkinabés d'être des allogènes, pardon, d'être des étrangers sur leur terre, et donc leur pli de parti. Donc là aussi, c'était une affaire de communauté, donc il y a cette réalité aussi qu'il fallait traiter. Effectivement, il avait dit qu'avec un recul, ils vont regarder, peut-être produire une déclaration par après pour condamner ce qui s'est passé, compte tenu du fait que ça a pris des relents ethniques à Nafona, où on a perdu d'ailleurs des policiers. Donc c'est de dire, c'est de tendre cette situation à tout le monde. Au même moment qu'on exige la justice, on demande aux uns aux autres de faire très attention sur le phénomène de la stigmatisation, parce qu'il n'y a pas que Yirgou, il y a Nafona, il y a Arbinda et il y a d'autres localités. Et parfois même à Ouagadougou, aujourd'hui, ce n'est pas évident pour les problèmes de faciès. Donc je pense que c'est déjà bien de faire une interpellation, mais c'est de travailler à ce que toutes les communautés puissent se retrouver effectivement dans cette situation, parce que ça n'arrive pas effectivement qu'aux autres, et on n'est pas forcément la seule victime à un moment donné. Voilà, c'est déjà mon commentaire d'entrée en matière. D'accord. Et je crois que quand nous recevions le porte-parole du collectif sur ce plateau du tribunal de l'actualité, il avait assuré que la pression sera maintenue jusqu'à ce que la lumière soit faite sur cette affaire et que la justice soit rendue. Et aujourd'hui, ce sont les femmes de ce collectif qui sortent pour entrer toujours dans cette lutte-là. Mais en même temps, à côté, il y a ceux qui estiment que la justice doit avoir son rythme, doit avoir son mécanisme, et que de telles sorties sont des pressions sur quelque chose qui devait être quand même assez indépendant. Quel est votre regard? Non, mais je pense que l'un n'exclut pas l'autre. Et puis, à chacun de percevoir les choses comme une pression ou comme un rappel. C'est selon que vous soyez dans la célérité de l'action ou dans la lenteur. C'est ça la réalité.
Et je pense que c'est une sortie stratégique. Vous aurez vu que Diallo même, qui est du collectif, bon, c'est vrai que c'est l'une des composants de son collectif, donc c'est normal, il était bien présent sur les lieux. Les dames le disaient, ce n'est pas une pression sur la justice, mais c'est un rappel pour dire que ça fait quand même un peu longtemps qu'on attend. Yirgou, c'est pas hier que les choses se sont passées, ça fait plusieurs mois maintenant, et on attend de voir ce que la justice est en train de faire. On nous dit qu'il y a ça avance. Bon, c'est bien de le dire, c'est bien d'y croire, mais les éléments probants sont que des personnes soient inquiétées, point barre. D'autant plus que, comme le rappelait la dame dans le reportage, il y en a qui ont fait presque le mea culpa. Donc, pourquoi est-ce que c'est si difficile de trouver des gens qui, dans un village, ont massacré d'autres personnes au vu au sud de tout le monde? Quand on sait qu'il y a des groupes d'individus qui ont été clairement identifiés dans cette affaire-là, je dis qu'il y a quand même beaucoup de questions à se poser. Et c'est des questions qui sont soulevées à travers donc ce rassemblement, et encore qui plus est devant un palais de justice. C'est encore plus, pour moi, c'est plus symptomatique de ce que la situation soit difficile en termes d'attente, et ça interpelle la justice de mettre les bouchées doubles ou de communiquer aussi sur ce qui est en train d'être fait, parce que c'est vrai aussi que dans ce genre d'affaires, très souvent c'est du dehors qu'on regarde les choses, on ne sait pas vraiment à l'intérieur ce qui est en train d'être abattu comme travail, mais c'est bon par moment, avec le jeu de pression ou le jeu d'interpellation, que les uns et les autres se disent c'est pas un acte impuni et que ça ne restera pas impuni, et que les gens ne vont pas déambuler dans ces zones-là impunément, et peut-être lorsqu'il y aura encore, parce que les mêmes causes donc nous mènent vers les mêmes effets, s'il y a encore quelque chose, on nous parle d'un Yirgou 2 ou Yirgou 3, et puis on est à regretter de n'avoir pas pris très tôt tirer les conséquences, et que ce soit les mêmes auteurs qui perpétuent encore les mêmes crimes. Donc je pense que c'est toute la justesse de la sortie, c'est toute la profondeur du problème qui est posé, et pour moi il est posé de façon entière. Maintenant reste que, et ça je rejoins Bernard, que sur la question du collectif, là où on reste sur notre fin, c'est que toujours c'est Yirgou. Il y a eu Arbinda. Ou bien c'est parce que là-bas c'est notre communauté qui a tapé notre communauté et qu'on ne se sent pas... Un mort est un mort. Moi je suis désolé, un mort est un mort. Et on veut les entendre dessus. Ça c'est très important parce que... Quand le collectif ne porte pas entièrement son nom... Quand on dit contre les stigmatisations, on n'a pas dit contre la stigmatisation des Peuls. Donc je dis qu'il faut qu'on les entende sur d'autres noms, s'ils veulent être plus crédibles. Et ça, c'est un constat que je ne fais pas tout seul. Il faut que, s'ils veulent être crédibles, un mort est un mort. Sur d'autres fronts, on attend aussi les mêmes, on a aussi les mêmes attentes qui sont celles que ceux qui sont derrière ces crimes-là soient ceux-là qui payent. Que ce soit une communauté qui soit victime ici, et puis peut-être bourreau ailleurs. Dans tous les cas, on ne peut pas accepter qu'un Burkinabé massacre un autre Burkinabé. Donc vous soupçonnez le collectif de militer plus pour la cause des Peuls? Dans ce collectif, il n'y a pas que des Peuls. Je ne soupçonne rien, je dis qu'on constate qu'à chaque fois c'est de Yirgou qu'on parle, alors que je pense qu'il y a eu d'autres faits de même nature, et sur lesquels on aimerait aussi les entendre, et sur lesquels on aimerait entendre le même engagement, on aimerait voir le même engagement. C'est aussi de ça que nous parlons. Et je pense que nous n'avons pas fait la langue de bois lorsqu'on a reçu Diallo ici, du collectif sur le plateau. Il a dit qu'ils allaient sûrement regarder un peu mieux là-dedans, mais je pense que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu mieux que ça. On n'a pas eu mieux que ça. La preuve, les sorties qu'on a encore, c'est sur Yirgou. Je dis, il faudrait qu'ils fassent attention. Et ça, c'est un message qu'on donne. Nous, en tant qu'observateurs de cette scène, voilà. Bernard, peut-être que la question pourrait trouver une meilleure réponse si elle leur était posée directement. Mais est-ce que c'est pas parce qu'ils sont nés juste après le drame de Yirgou qu'on a l'impression qu'il n'y a que Yirgou qui les intéresse? Non, ce que vous dites est vrai. Mais ici, M. Diallo avait pris l'engagement qu'aucune communauté ne sera épargnée. Il a été très précis. Il a même fait des promesses que tant qu'une communauté sera tapée par une autre communauté sur la base de l'appartenance ethnique, religieuse ou culturelle, mais naturellement, le comité d'initiative, effectivement, va sortir.
Et c'est pourquoi d'ailleurs j'avais posé la question par rapport à Nafona. Il a dit oui, effectivement, ils viennent de l'apprendre, c'est des réunions ethniques, et ils vont regarder et de près, des actions seront menées. Peut-être qu'une déclaration sur Nafona a été sortie pour condamner formellement ce qui s'est passé et que je n'ai pas vu. Mais ça, jusqu'à présent, je n'ai pas vu alors que c'était une promesse qu'il avait faite ici au niveau du tribunal de l'actualité. Ensuite, on a eu effectivement Arbinda, où nous avons été, où certaines personnes d'ailleurs nous ont expressément demandé est-ce qu'il y a eu une sortie, est-ce qu'il y en a qui voulaient également pour exploiter, pour savoir qu'est-ce qui a été dit par rapport au collectif. Mais là aussi, c'est resté silence radio. En fait, ici, l'intérêt du collectif, ce n'est pas de charger le collectif, c'est d'interpeller parce que le collectif a eu... ça a été génial la création. Il y a eu un intérêt majeur. Quand nous avons reçu Mélégué Maurice Traoré, à Monde Politique, il avait dit qu'il n'avait jamais marché au Burkina pour quoi que ce soit. Mais c'était sa première marche. Il est allé à la marche. Mélégué Traoré est allé à la marche. Et il y a plusieurs autres personnalités qui sont allées à cette marche-là, compte tenu des objectifs et de la vision du collectif. Ces personnes-là ne sont pas allées pour les beaux yeux des organisateurs ou pour une communauté quelconque. C'est parce que ça interpelle toute la société burkinabé. Et c'est là l'enjeu et c'est ça l'intérêt. Et donc, c'est pourquoi certaines personnalités ne se sont pas gênées effectivement d'y aller. Mais aujourd'hui, vous avez des personnalités qui vous disent en mot discret que bon, il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond. Parce qu'il y a eu des crises ailleurs, mais bon, on n'entend pas le collectif. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, en fait, c'est ce qui fait que, véritablement, ça commence à poser un problème. Sinon, il n'y avait même pas de souci jusqu'à présent. Donc, c'est là... Qu'est-ce qu'il aurait pu faire, le collectif? Une déclaration ou marcher pour les mêmes causes? Si on a pu, effectivement, organiser des marches grandeur nature, des conférences de presse à répétition, des déclarations pour rappeler les choses, ailleurs également ça peut se faire. Ça peut se faire pour les citoyens de Nafona, pour les Sénoufos de Nafona. Parce que là, c'est les Sénoufos qui ont été, c'est une affaire des Sénoufos au niveau des autochtones. Mais là, c'est une communauté, les Sénoufos. C'est une communauté burkinabé, c'est une unité burkinabé. Pourquoi? On n'en a pas eu. À Arbinda, on a moins aussi entendu. Expressement sorti pour Arbinda, c'est rare, il n'y en a pratiquement pas. Donc en fait c'est là où on se pose des questions par rapport à qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'à l'intérieur il y a des dissensions? Qu'est-ce qui se passe? C'est tout. J'ai dit ça a suscité un grand intérêt, un grand espoir que enfin beaucoup de choses vont être réalisées dans le sens de pouvoir aider à contenir ces stigmatisations. Qui du reste ont commencé à prendre de l'ampleur après l'attaque en janvier 2016 de Cappuccino et de Splendid Hotel. Je me rappelle qu'en son temps, le ministère de la Sécurité dirigé par Simon Compaoré avait sorti une note formelle pour condamner et rappeler aux Burkinabés que la stigmatisation et la discrimination sur toutes ces formes c'est puni par la loi burkinabé. Et toute personne qui s'hasarderait allait connaître la rigueur de la loi. C'était déjà un tir de sommation. Maintenant que les organisations de la société civile rentrent dans la danse, c'est très bien, parce que ça va permettre de faire bouger véritablement les lignes, parce que le politique, lui, calcule. Est-ce que si je m'amuse avec telles actions, je ne vais pas froisser tel électoral, je ne vais pas, non. Mais quand la société civile rentre, il y a un grand espoir. Donc ici, c'est le grand espoir suscité par ce collectif-là qui fait que nous en parlons. Sinon, bon, chacun est libre de mener ses combats. Voilà. Mais quand il y a un intérêt, il y a un grand espoir et que des personnalités de renom se joignent à la marche, se joignent à votre cadence, naturellement, vous devez continuer de battre sous le même rythme. À défaut, il y en a qui vont dire, bon, les pas de danse ont changé. Moi, je n'avais pas fait la répétition pour ces genres de pas de danse. Je ne peux pas m'adapter, ça devient compliqué. C'est tout. Sinon, bon, il n'y a pas de problème. Mais là, le collectif se fait beaucoup plus attendre sur certains dossiers. C'est tout simplement sinon. D'accord. Voilà. Je pense que l'interpellation est passée. Alors, Geoffroy, on en vient au fond parce que dans l'entame de votre propos, vous avez dit que cette sortie peut être pertinente du fait que ça peut être une piqûre de rappel pour que les actions soient boostées au niveau de la justice. Mais quand on écoute les propos des uns et des autres, on a l'impression qu'il y a un abandon de l'affaire par l'autorité judiciaire, alors que c'est peut-être le silence dans la communication, la lenteur qui cause un problème ici. On n'a pas connaissance qu'on a abandonné, on a classé le dossier. Non, mais
Deuxièmement, je pense aussi que quand on a des faits graves, comme ce qui s'est passé à Yorgou, quand on a vu l'émoi que cela a créé, quand on a vu les mobilisations qui ont été tous azimuts, société civile, même la question des partis politiques, c'est-à-dire que tout le monde a condamné sans retenue. Et on s'est dit, il faut très clairement que cela ne se répète pas. Et pour que ça ne se répète pas, il faut que ceux qui ont posé ces actes-là, de façon très claire, soient inquiétés. Combien n'ont pas apprécié l'échange que le président du Faso a eu avec avec le Koglo. Pour certains, ça devrait être empreint de plus de fermeté. Mais après, il y a eu une communication, voilà, et tout. Mais ce qui est attendu, c'est le rôle de la justice dans cette affaire. Parce que quand on en arrive à ôter la vie à d'autres personnes, parce qu'il y a eu un problème à un moment donné, il faudrait, pour ne pas que ça se répète, que les personnes, quelles que soient les explications qui seront données, identifiées comme responsables de cette tuerie-là et de ces massacres, payent pour cela. Qu'est-ce que vous faites des familles de victimes qui déambuleront encore l'âme ailleurs dans ces contrées-là, rencontrant de temps en temps leur bourreau? Est-ce qu'on pense un peu à cela? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'on pense un peu à cela? C'est des Burkinabés, ils ont le droit d'être sécurisés. Et puis on ne tue pas un autre Burkinabé comme ça. C'est ça le principe. Mais est-ce qu'il n'y a pas de la prudence à avoir pour ne pas condamner de faux coupables, pour ne pas vouloir contenter un peuple qui réclame justice et commettre quand même des dérives au niveau de... C'est ce que je disais. Vous savez, nous sommes des profanes, on va dire comme ça, du droit. Nous ne sommes pas des puristes, mais je pense que les règles qui nous régissent tiennent d'une certaine logique. Quand, à ciel ouvert, dans un village, on massacre des gens, c'est du petit matin jusqu'au soir et cela jusqu'au lendemain, il y a plein de témoins. Il y a un groupe d'autodéfense qui est clairement identifié comme étant les auteurs, eux-mêmes le reconnaissent. Vous voulez quoi encore? On ne va pas condamner le groupe d'autodéfense dans son entièreté ou quoi que ce soit. Mais il y a des gens qui ont été vus en train de massacrer d'autres personnes. Les témoins sont là. Les survivants sont là. Et quand on est plusieurs mois après, il ne faut pas éviter les coupables tout fait, désignés. Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas si vous parlez de quelque chose qui a eu lieu en catimini, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, et donc il faut éviter ceci ou cela. Moi, je pense que il y a des affaires qui, dans la logique ou dans l'entendement qui est le nôtre, peut-être scellées assez, je dirais pas assez facilement, mais assez rapidement. Maintenant, quand on veut tenir compte peut-être de la délicatesse de ce que, est-ce que si on fait ceci, il n'y aura pas une onde de choc, est-ce que, ça c'est d'autres considérations. Je suis désolé. Vous venez en plein midi, tuer quelqu'un chez moi, il y a des témoins, et j'attends jusqu'à 5 mois, 6 mois, on me dit qu'on est en train de chercher qui a tué mon frère, qui a tué ma soeur. Moi je dis, mais il y a un problème. Dites-moi, c'est qu'il y a un problème. Parce que quelquefois, on aborde les questions parce qu'on les pense lointaines. Vous pensez que quelqu'un vient chez vous, il abat vos frères, vos soeurs, et puis on vous dit que vous le connaissez au village, on vous dit que non, on le cherche. Ça fait 5 mois, on le cherche, alors qu'il est là, fusé en bandoulet, il continue de circuler. Vous voulez qu'on vous communique comment la question de prudence? En termes de droit, il faut prendre des prudences et ceci et cela. Non, une enquête pour moi, il y a un moment où on ferme tout, on essaie de voir, fixer les responsabilités, et puis on juge l'affaire, et puis point barre. Donc, j'ai dit, c'est pas quelque chose qui s'est fait dans une forêt lointaine là-bas, où il y avait personne, c'est entre 2 personnes, et puis, non, c'est des gens c'est des dizaines de personnes qui ont été massacrées pendant des heures et des heures. Et il y a des témoins, il y a des survivants. Donc, faut arrêter. Et je dis, c'est normal qu'à un moment donné, les gens disent, écoutez, il faut que notre justice nous dise clairement ce qui se passe. Si c'est vrai que, comment dire ça, il y a un vrai travail en fond qui est en train d'être fait, mais n'oublions pas que, même si on dit que le temps de la justice ou le temps de Dieu, c'est pas le temps des hommes, c'est des façons de parler. Mais, quand on veut apaiser les choses, je ne parle pas de justice pour, comme on appelle, faire tâche d'huile ou quoi que ce soit, mais je pense aussi que quand on veut que les choses ne se répètent pas, il y a quand même à recadrer les choses dans le temps
et permettre à ce qu'on ait aussi l'impression que rien n'est impuni et qu'on ne déambule pas après avoir tué 5-6 personnes, vous êtes connu au quartier et puis vous avez votre fusil en bandoulière, vous continuez. Que ce soit à Yirgou, que ce soit à Arbinda, que ce soit ailleurs, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter. Et ça, le message doit être donné. Parce que les soins ont été tirés, notre justice nous donne des faits à voir dans notre histoire que voilà ce qui s'est fait à Yirgou, voilà ce que ceux qui ont fait ce acte-là ont eu comme chose, comment dire cela, comme sentence. Et après on réfléchit par 2 fois lorsque ça arrive chez nous. Ah, vous savez ce qui est arrivé à Yirgou, on les a tous attrapés, on les a foutus en prison. Hein. Donc si vous vous amusez, que vous soyez chef du village, demi-chef ou pas chef, c'est ce qui va vous arriver, Et comme ça, on commence à réfléchir autrement. Et ça, c'est le rôle aussi de la justice. Et je pense que c'est important qu'on sorte et qu'on dise que ce n'est pas normal que ça traîne aussi longtemps. Maintenant, on peut avoir la perception que ça traîne alors qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Donc ça veut dire que ça oblige à communiquer, ça oblige à nous dire où est-ce qu'ils en sont. Maintenant, si vous sortez que vous n'avez pas grande matière, on va vous tomber dessus à bras raccourcis, ça c'est clair. Bernard, je vous pose la même question. C'est vrai que tout le monde veut un traitement avec plus de célérité, mais est-ce que le tout n'est pas de garantir vraiment à ce que la justice soit bien prononcée, que les choses soient bien conduites, jusqu'à ce que les coupables soient punis comme cela se doit? Ben justement, c'était pourquoi à l'entame de mon propos, j'avais dit qu'il y a une opportunité qui a fait sortir effectivement ces femmes-là, et donc le collectif à travers sa branche féminine. C'est effectivement cette absence de justice pour le moment. Donc 6 mois après, la justice se fait toujours attendre, alors que ici les faits sont têtus. Donc ça a été des heures chaudes, les premiers moments et tout. Donc c'était que la justice soit rendue, ne serait-ce que de façon formelle. Les arrestations, rien. Jusqu'à présent, on n'a pas eu. Bon, vous avez laissé, les choses se sont refroidies. Après, il faut commencer les enquêtes, situer les responsabilités. Et puis, jusqu'à présent, les lignes ne bougent pas. Dans ces conditions-là, c'est très difficile. Et la question qu'on se pose, avons-nous des hommes, effectivement, à la hauteur du challenge? C'est la question qu'on se pose. Parce que, d'abord, nos forces de défense et de sécurité ont mis du retard avant d'arriver. Quelques jours après, il y a eu même des règlements de compte après Yirgou dans des villages environnants. Il y a eu des règlements de compte. Jusqu'à présent, les lignes n'ont pas bougé. Donc la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe à la fin? Parce qu'on ne pourrait pas se contenter des promesses, la justice sera rendue, les enquêtes se poursuivent, oui. Mais pour des faits aussi parlants, aussi avérés que cela, les premières heures, j'ai dit les leaders au moins, pourraient être identifiés. Notre justice a des hommes pour pouvoir le faire. Quand je dis justice, je parle de tous ceux qui interviennent dans la chaîne de la justice, y compris les forces de défense et voilà. Donc que ce soit les auxiliaires de justice, que ce soit les officiers de police judiciaire, ou que ce soit et tous les autres, tous ces messieurs-là mis à contribution pouvaient aider effectivement à ce que les premiers moments-là, les arrestations puissent être opérées pour que les enquêtes se poursuivent. Si dans le lot des arrestations, vous avez été arrêté par inadvertance, bon voilà, là aussi la loi a prévu un mécanisme pour que vous recouvrez votre liberté. Mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. Quand même, nous sommes à la mi-année, presque, parce que d'ailleurs, d'ici là... Mais beaucoup ont été auditionnés, il ne faut pas l'oublier. Non, ce n'est pas l'affaire des auditions. Beaucoup ont été auditionnés, j'en veux bien. Et la suite? Et la suite, c'est quoi? Alors qu'à la saison des pluies qui approche, il y en a qui veulent gagner leur village. Ils veulent gagner leur lopin de terre. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, l'enjeu est à ce niveau. Est-ce que ces femmes et ces hommes vont rester cantonnés dans des camps éternellement? En fait, c'est ça. La vraie interrogation, c'est ça. Parce que on ne peut pas... C'est de déplacer. Vous n'êtes pas sous l'égide du HCR, mais vous êtes sous l'égide du ministère de l'Action sociale, de l'administration du territoire et de la justice, et puis. Mais ces messieurs-là, ils vivent de quoi? Ils vivent de la terre. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que vous êtes du même avis que ceux qui estiment que dans cette affaire de Yirgou, il devrait y avoir un type de procès extraordinaire, pas celui classique que nous connaissons, mais en tout cas, comme vous l'avez dit, des arrestations spontanées, des jugements un peu à un tribunal populaire? Est-ce que c'est cela qu'il faut? Non. Ça, il appartient à ceux qui gèrent l'appareil judiciaire de le faire. Parce que même après l'insurrection, même après le coup d'État, cette forme de justice avait été demandée par certains. Il y en a qui disent de faire un tribunal spécial, d'autres ont parlé de justice transitionnelle.
chacun y est allé de ses commentaires. Il y en a qui ont dit non, on reste dans la forme classique de rendre la justice telle qu'on la connaît au Burkina Faso. Ça, c'est leur propre lecture. Mais je me dis, Kaya étant la première région militaire, avec une bonne compagnie de gendarmerie, de police et autres, on pouvait circonscrire avec des hommes, même quitte à appeler un renfort, circonscrire la localité pour faire régner à un moment donné la justice par un certain nombre de choses. Dès les premières heures, dès les premiers moments. Mais ça, on ne l'a pas eu. Ce qui fait que c'est très difficile. Maintenant, est-ce que c'est forcément un tribunal spécial? Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui attendent que je sois rendu, et il y en a également qui attendent de réintégrer leur site. Et je pense que c'est en ce moment-là que l'épée de la justice peut aider à réguler les choses, donc en faisant en sorte que la paix règne à travers une justice qui est rendue. Mais si ce n'est pas comme ça, on va tomber. Il y en a qui vont vouloir se venger. Comme l'a vu, j'ai dit quelques jours après, il y a eu des actes de vengeance déjà dans des villages environnants. Mais c'était la conséquence, effectivement, de cette justice qui n'a pas été rendue dès les premières heures, ou d'actes allant dans le sens de vouloir rendre justice. On n'a pas vu cela. C'est comme si les enquêtes se sont poursuivies, les actions se sont poursuivies. C'était par la pression maintenant populaire que cette machine s'est enclenchée. Geoffroy, oui, ce que dit Bernard est très intéressant, parce que souvent nous regardons les choses des fois au premier degré. C'est-à-dire que vous êtes attaqué, vous vous estimez être la victime, vous vous dites que rien n'est fait. Après, il y a le sentiment de revanche qui dure, et quand, avec le temps, nourrissant l'impunité, machin et tout, après, c'est encore les mêmes communautés qui reviennent et qui tapent. Mais n'oublions pas aussi que quelquefois, ça se fait autrement. Hein. Et ça, il faut avoir, il faut être très prudent, parce qu'on est dans une situation où notre insécurité, c'est pas seulement que le grand banditisme, la question du terrorisme. Et aujourd'hui, c'est des gens qui voguent sur ce type de vague-là, où la niche, c'est lorsque vous donnez l'impression, le sentiment d'être l'oublié de l'État, l'oublié des autres. Et c'est dans ces niches-là que, très souvent, les gars s'en vont chercher. Regardez ce qui s'est passé au Mali récemment. L'attaque contre le village, qui pour beaucoup était pro, comment on appelle, la milice Dogon. C'est Souban, non, qui a été attaqué. C'était pour ça supposait, comment on appelle, proximité avec cette milice-là. Mais derrière l'attaque, on ne sait ni si c'est affrontement ethnique, ce que le président Mbeka avait écarté, ni terroriste, parce que de ce qui ressort de nombre d'observateurs, c'est que les terroristes ont fini par à recruter, notamment dans une communauté qui très souvent subissait les attaques de cette milice-là. Vous voyez ce que ça donnait à la fin. Donc, il faut, pour moi, être très prudent. Et je pense que la justice a un grand rôle à jouer. Il n'y a pas plus vilain que le sentiment d'impunité, parce que ça donne après beaucoup d'autres choses. Dans ça, sur cela, j'aime beaucoup de vilaines choses. Et ça, pour moi, aujourd'hui, notre justice a un grand rôle à jouer. On ne dit pas qu'elle est inactive, mais il faut donner. C'est vrai qu'on dit qu'il faut donner le temps au temps de faire son temps, mais ce n'est pas dans tout. Aujourd'hui, on a une justice qui doit être, qui doit comprendre qu'il y a des enjeux de maintenant. Ce n'est pas de donner des décisions de façon hâtive, mais c'est aussi de ne pas être lent. Et ça, c'est très important, c'est de ne pas être lent sur certaines questions. Et sur la question, êtes-vous favorable à la mise en place d'un mécanisme spécial, ou bien la justice classique avec plus de célérité, tout de même? Non, parce que la justice classique a son rythme, a sa façon d'opérer. Le problème des mécanismes spéciaux, c'est que ça laisse aussi des problèmes spéciaux derrière. Parce que pour certains, quand un Burkinabé tue un autre Burkinabé, c'est prévu par la loi, on sait ce qui va arriver. Maintenant, pourquoi faire de ce cas-là quelque chose de spécifique? Parce que par après, c'est l'ampleur, ce sont les conséquences sociales et tout. Oui, mais très souvent aussi. Non, moi je pense qu'il ne faudrait pas opposer la justice classique à d'autres mécanismes de règlement post-conflit. Il faut pas les opposer. La justice classique peut faire son travail, et puis on peut avoir d'autres dynamiques pour apaiser les choses. C'est une conjugaison des efforts. Il ne faudrait pas les opposer. Et puis il ne faudrait pas se dire que il faut tout régler de façon spéciale.
quelquefois, je dis encore, ça laisse des problèmes spéciaux derrière. C'est difficile à régler parce que ça donne le lieu d'arrangement possible. On fait s'être entendu, avoir tout laissé, alors que les ressentis sont encore là et le sentiment d'impunité demeure toujours et l'un quitte la rencontre avec l'esprit de la victime et ne pardonnons pas forcément. D'accord. Merci à tous les deux d'avoir donné vos avis sur cette sortie du collectif. Espérons que l'autorité judiciaire va mieux communiquer sur ces actions parce que là c'est une épreuve, en tout cas dans laquelle notre justice joue sa crédibilité et en tout cas son attachement vis-à-vis des justiciables. Merci à tous les deux. À présent, on va porter un regard sur cette grève annulée au niveau de la FENAT, qui est la Fédération nationale des transporteurs, qui avait annoncé un arrêt de travail du 24 au 27 juin 2019. C'était lors d'un point de presse animé le 21 juin dernier à Ouagadougou et plus tard dans un communiqué daté du 23 juin, et on informe que suite aux négociations avec le gouvernement, les transporteurs décident de suspendre le mot d'ordre jusqu'à nouvel ordre. Il faut aussi préciser que, on rappelle que la FENAT réclamait entre autres la réduction des ralentisseurs sur la route Bobo-Ouaga et aussi les raquettes sur la route. Voici l'une des raisons, en tout cas après échange avec le gouvernement, la FENAT a décidé de suspendre, de lever, on va dire comme ça, son mot d'ordre de grève. Ben Abougma, votre regard pour commencer. Mais sur certaines questions, il n'y a pas de doute là-dessus que ça induit beaucoup de la difficulté pour tous les usagers. Je parle des ralentisseurs, nos fameux gendarmes couchés comme on les appelle, pour ceux qui prennent la route nationale numéro 1, donc la ligne d'ailleurs, parce qu'ils demandent la réduction des ralentisseurs, la route Ouagabobo. Vous arrivez à hauteur de Kokologo, qui a une quarantaine ou cinquantaine de kilomètres de Ouagadougou, c'est parce que maintenant, bon, à un moment donné, les uns et les autres, ils ont cassé les ralentisseurs pour le faire. Les berlines avaient de la difficulté, vous ne pouvez pas passer sans que votre véhicule ne soit écorché, c'est très très difficile. Donc, ils ont cassé les ralentisseurs pour le faire. Et le ministère du Transport et de la Mobilité urbaine a lancé une campagne de destruction effectivement de ces ralentisseurs-là. Depuis là, rien. Une autre sortie, c'était celle du promoteur d'une compagnie de la place, pour ne pas faire de la publicité, Raïm Ouedraogo, l'ancien joueur des étalons, qui dit que les ralentisseurs induisent un temps additionnel d'1h30 entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, induisant en même temps un surplus en termes de carburant et donc de frais à mettre au niveau du véhicule. Mais c'est difficile dans ces conditions-là aussi d'augmenter le prix du ticket, puisque là il y a des conditions qu'il faut respecter. Donc il y a une incidence sur tout le monde, que ce soit les transporteurs qui font du chiffre ou que ce soit les usagers. Donc ça dit que individuellement vous vous déplacez avec votre véhicule, il y a une incidence. Il y en a qui ont perdu même leur cratère dans cette affaire. Mais il y a une réalité, c'est que ces ralentisseurs sont également la conséquence de l'incivisme routier à outrance, l'excès de vitesse et tout. Donc les uns et les autres étaient obligés de prendre des mesures pour se protéger. Donc d'où la naissance des ralentisseurs. Ça dit que si les uns et les autres respectaient le code de la route, on n'en serait pas là. Ailleurs on part, c'est respecté, on n'en voit pas. Mais ici, c'est très difficile, même à Ouagadougou. Sur certains axes, il y a des ralentisseurs. Parce que vous avez des gens qui vont à vive allure. Donc aujourd'hui, quand le ministère des Infrastructures construit une route, surtout à Ouagadougou, mais il y a des ralentisseurs qui sont prévus et qui sont érigés. Et ça également, c'est un coût supplémentaire. Mais tout ça, c'est quoi? C'est le prix de l'incivisme. Sinon, on n'en serait pas là. Maintenant, par rapport au deuxième point, les raquettes, là aussi. Bon, les raquettes, là aussi, il faut dire que ça pignon sur rue. C'est l'éternel combat au niveau des transporteurs, au niveau des usagers, que ce soit collectif ou individuel. Donc la question du racket au niveau des frontières ou à l'intérieur des différents pays, au niveau de l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, mon vieux, ça c'est une ancienne bagarre. Mais le gouvernement qui prend sur lui la responsabilité après ces négociations, la grève a été effectivement pour le moment abandonnée entre griffes, mais on attendra la suite. Parce que la question des ralentisseurs reste jusqu'à présent posée. Il y a des axes où c'est peut-être dans les entrées, parce que l'établissement même de ces ralentisseurs respecte des normes. La distance qu'il doit avoir entre un ralentisseur et un autre,
Et ensuite, la hauteur. Il y a des normes qu'il faut respecter. Mais ces normes ne sont pas respectées, les distances ne sont pas respectées. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a un travail, un effort à faire. Le gouvernement qui avait lancé les travaux de démolir les ralentisseurs est très attendu, mais aussi les citoyens individuellement sont très attendus parce que c'est cet incivisme routier-là également qui fait que les populations prennent des dispositions pour pouvoir effectivement se protéger. Parce que c'est comme ça aussi que je prends la chose. Alors, Geoffroy, on en vient à vous. La FENAT qui était prête à aller à un arrêt de travail pour deux questions principalement qui ne sont pas forcément légères, que la question du racket qui est quand même sempiternelle, ou bien l'autre question, j'oublie déjà, c'est les ralentisseurs, voilà, parce qu'il y a eu des fois aussi où l'autorité a fait déguerpir ces raquettes-là et les populations, la nuit, sont revenues remettre. Donc, c'est des questions assez profondes, on va dire fondamentales. Aujourd'hui, la FENAT qui est prête à aller à une grève, à un arrêt de travail, pour des questions qui méritent quand même plus de débats, plus de résolutions. C'est clair. C'est clair, parce que bon, quand on parle de la question des ralentisseurs, moi je ne sais pas si on a souvenance. Je pense que le problème a commencé à être posé lorsqu'il y a eu le débat après l'augmentation du prix du carburant. On est pour moi dans l'onde de choc de ces choses-là. Ça veut dire quoi? On augmente le prix du carburant et on donne la garantie aux populations que le prix des transports ne va pas changer. Après, évidemment, les transporteurs, ils regardent. Certains avaient commencé à augmenter les prix, d'autres non. Mais après, s'en est suivi des discussions avec le gouvernement parce que, écoutez, moi, mon intrant en termes de production de biens et services, vous le faites augmenter et puis vous dites au final, moi je ne vais pas répercuter ça sur le consommateur final, il y a un problème. Donc vous allez me parler de vos mécanismes à vous pour pouvoir me permettre de ne pas impacter sur le prix de mes tickets. Vous allez prendre des engagements, on n'aura jamais le contenu parce qu'il y a toujours des formules qui sont données. Les deux délégations se sont accordées sur la nécessité d'assurer la continuité, patati patata, et à trouver des solutions définitives aux différentes préoccupations des transporteurs, lesquelles, comment, et puis qu'est-ce que le gouvernement va casquer dedans. Donc nous, par ricochet, on ne nous dira jamais le fond. Mais je dis, quand on regarde, c'est une onde de choc, ça a commencé là-bas. Ils ont dit, ok, si le prix du camion va augmenter, nous on dénonce déjà la question des ralentisseurs qu'il y a entre certaines grandes villes sur lesquelles nous sommes très souvent en termes de desserte, donc on veut les voir au moins amoindris. C'est là la question des ralentisseurs a commencé. Donc quand les chantres du non-impact considérable étaient sur ce plateau, ils oubliaient la réalité. J'ai dit ça va nous rattraper, c'est dans ça on est aujourd'hui. Et ils sont dans la logique d'obtenir ici et maintenant un certain nombre de choses. Et en même temps qu'ils posent ces problèmes-là, ils ont l'opportunité de poser d'autres problèmes qui sont de l'ordre de leur quotidien, dont la question des raquettes et dont d'autres questions. Maintenant, pour la question du racket, de façon plus claire, il y a corrompu et il y a corrupteur. Si c'est encore pion sur rue sur nos voies et tout, sur nos cieux, c'est parce que les transporteurs, pour la plupart, sont des gens qui ne respectent pas leurs règles. Ils ne respectent pas les règles. C'est surcharge. Si ces documents pas comment dire ça, pas tout à fait au point. Et quand on arrive, on sait qu'on va payer puis on va passer. À quoi bon aller s'arrêter pour aller faire de ces documents si on sait qu'on va payer puis on va passer? Quand vous avez vos documents, vous venez payer pourquoi? Quand vous payez, c'est parce que vous savez que si c'est pas la surcharge, ou bien même ce qui me fait mal quelquefois, c'est que vous pouvez arriver à certains postes. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont en file, il y a un qui descend, rapidement lui il fait comme ça, il est parti. C'est notre réalité, c'est parce qu'il y a corrupteur là qu'il y a corrompu. Donc c'est un amour pas parfait, vous oubliez dans lequel il y a quelquefois des problèmes, mais je veux dire que il y a nos forces de l'ordre qui sont sur les routes, qui sont le problème, mais il y a à assainir aussi au niveau même des transporteurs. Et ça, c'est un travail à faire. Maintenant, c'est la faute à qui? C'est la faute au gouvernant. C'est la faute au gouvernant. Ceux qui sont sur les voies, leur rôle, c'est de faire respecter les textes. Leur rôle, ce n'est pas de prendre de l'argent et au cas où quelqu'un ne respecte pas tous les textes. C'est ça la réalité.
Donc, oui, mais il y a eu plus ces nombreux cas. Il a été démontré, en tout cas, avec beaucoup, quels que soient les documents que vous avez, vous allez être racketté. Ça arrive, mais ça se dénonce. Moi, j'ai mes documents qui sont aux normes, j'ai pas de problème. Vous m'arrêtez. Si vous me mettez une contravention, moi, j'attends de voir. Moi, je ne peux pas vous donner de l'argent et puis vous ne me donnez pas un papier. Non, si je vous donne de l'argent, c'est qu'il y a quelque... Non, il y a un problème. On voit qu'il y a longtemps, vous avez pris la route. Non, parce que la réalité est tout autre. Hein. Attention. Même au niveau des passagers, vous remettez votre carte d'identité, on dit on n'a pas besoin de regarder, il faut payer. Je refuse de payer, vous voulez réclamer un reçu ou je ne sais quoi. Moi, vous allez attendre... Moi, j'ai fait par exemple, j'ai fait plusieurs fois la route aussi, des pays de la sous-région. Je vois les tracasseries qui sont celles de beaucoup de nationaux. Mais il y en a, c'est pas possible, ils ne vont pas payer. C'est-à-dire que quelquefois, il faut une intransigeance des concernés pour changer les choses. Maintenant, quand vous avez sur le millier de personnes qui parlent, 900 qui ne sont pas à jour et qui payent pour passer. En définitive, les 100 même qui sont à jour, on leur dit, mais bon, vous aussi contribuez un peu. C'est la réalité, c'est de ce schéma-là que je parle aujourd'hui. On n'a pas mis dans notre tête une certaine rigueur. Il y a certains pays où moi je suis parti. Ne vous amusez pas à payer puis ne pas réclamer votre ticket pour partir. Parce que c'est l'obligation à celui qui a encaissé de reverser la TVA ou les choses de ce genre. Mais vous, ça ne va pas ou quoi? Vous payez votre truc et vous ne payez même pas votre ticket. Parce qu'il ne comprend pas dans son entendement, il ne comprend pas pourquoi est-ce que vous pouvez fonctionner comme ça. Tout est une histoire d'abord de rigueur qu'on a avec nous-mêmes. Quand on dit souvent Burkina pays des hommes intègres, pays des hommes intègres, il ne faudrait pas que ça ne reste que non. La pression et la vraie pression sur l'agent indélicat qui est sur le terrain, c'est de lui dire que si je ne mets pas, je vais payer pourquoi. Maintenant, qu'on aille où il veut. Dans tous les cas, ça ne pourra pas aller plus loin que cela. Maintenant, c'est clair que tant qu'on continuera de ne pas être aux normes et puis vouloir payer pour passer, c'est ce que ça va donner. Maintenant, je dis que la responsabilité et la rigueur devraient venir d'abord des autorités. Tant qu'on a ce malaise-là en haut, on a cette corruption-là aussi qui gangrène déjà le haut, c'est difficile de faire respecter les choses par le petit agent sur le terrain. Soyez-en sûrs que nous allons recevoir sur ce plateau ceux qui vivent cette réalité pour nous expliquer justement comment elle se fait sur la quête routier. Merci à vous, Geoffroy Vara, merci à Ben Abouma, à tous les deux pour avoir donné vos avis sur ces deux sujets. Mesdames, Messieurs, on vous retrouve demain donc pour un autre tribunal et nous annonçons que nous allons recevoir le président du CDP pour Edi Kombego pour aborder justement la crise que traverse son parti politique. Merci, que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.